arrivé avec ton vélo, ton Brompton à la main ou pas? Non, je ne suis pas arrivé avec le Brompton. Non, la mobilité, c'était un peu un hasard. Moi, je cherchais à travailler dans l'économie sociale et solidaire. Donc, mon entrée chez City, c'était économie sociale et solidaire. Quelque part, ce projet d'autopartage de voitures, c'était un projet très innovant à l'époque, non? Il n'y avait pas beaucoup de projets comme ça en France Ouais, c'était novateur. En 2001, c'était très novateur. Même quand je suis arrivé, moi je suis arrivé en 2006-2007, ça a continué à être quand même quelque chose qu'on ne voyait pas tous les jours. Mais après, ça vient plutôt de pays comme la Suisse ou l'Allemagne, en fait, qui ont un rapport un peu différent à la voiture, et notamment en Suisse, ils utilisent beaucoup le train. Et en fait, on vient à l'autopartage parce qu'on utilise le train, parce qu'on fait du vélo, etc. Donc en fait, c'est le train suisse. Le train suisse, c'est le meilleur train d'Europe, hein, et c'est le train suisse qui a permis de développer l'autopartage sur Zurich et Genève. Parce qu'en fait, c'est à partir du moment où au quotidien, on n'a pas besoin de sa voiture, qu'on peut se séparer de la possession d'une voiture. À partir du moment où on a besoin au quotidien d'un véhicule, on en achète un, et une fois qu'on en a acheté un, on s'en sert toujours, puisqu'en fait, s'en servir, c'est l'amortir. Du coup, il y a cette relation à la possession. En coupant la possession à la voiture, on fait en sorte que les gens arbitrent face à tous les modes de déplacement. Mais si on ne coupe pas cette possession, l'objet vaut tellement cher qu'après c'est une hérésie économique de ne pas s'en servir. Donc en fait, quand on s'étonne au quotidien de voir les gens qui se servent de la voiture pour des choses qui pourraient être faites en vélo, c'est peut-être anormal en termes environnementaux, mais en termes économiques, c'est parfaitement rationnel. Puisque plus on fait de kilomètres avec son véhicule qu'on a acheté cher, moins il nous coûte au kilomètre. Donc en fait, on amortit sa voiture en s'en servant tout le temps. Ça veut dire que tu es en train de me dire qu'économiquement, ce n'est pas rentable le vélo, c'est plus rentable la voiture. Non, c'est pas du tout ça. C'est que l'objet est tellement... L'objet prend une telle place en termes d'espace public et en termes de financement, d'achat, que derrière, une fois qu'on a fait cet achat, il y a une certaine forme de rationalité économique à l'utiliser, même quand on pourrait faire différemment. Je prends un exemple, j'habite à côté de la gare, je suis propriétaire d'une voiture. Quand j'étais propriétaire d'une voiture ou j'avais accès à une voiture, jamais une seule fois je suis allé à Arcachon par exemple en train. À partir du moment où j'avais plus de voiture, j'ai pris le train. Quand j'avais la voiture, aller à Arcachon en train était toujours rationnel en termes d'environnement. Sauf que vu que j'avais la voiture à disposition, économiquement, il y avait une certaine forme de rationalité à y aller en voiture. Donc en fait, le fait d'avoir la voiture en permanence, il n'y a plus d'arbitrage possible entre les modes. Mais c'est justement ça, nous au projet BAM, on travaille surtout sur l'intermodalité et la multimodalité, et dans ces changements de comportement multimode. Voilà. Ça veut dire qu'on découvre, on travaille sur le fait que les personnes qui sont propriétaires d'une voiture, ils restent monomodales. En fait, ils restent qu'avec sa voiture, ils n'imaginent pas de dire je peux me déplacer d'une façon différente, j'ai ma voiture, je vais en voiture. Et là, l'idée pour nous, c'est ne pas dire plus de voitures, parce qu'il y a un certain cas qui est là, mais voilà, être en capacité d'utiliser différents modes de déplacement selon l'activité que je veux faire. Là, par exemple, ça veut dire que si je dois me déplacer pour aller en festival, ou aller à la plage, ou aller au travail, je ne vais pas utiliser le même mode de déplacement. Et c'est vrai que les propriétaires de la voiture en soi, peut-être pour des raisons économiques ou de confort ou d'habitude, quelque part, j'utilise tout le temps la voiture. Oui, tout à fait. Nous, on utilise un terme qui est le terme de cannibale. En fait. La voiture, elle cannibalise le reste. Elle cannibalise le reste parce que en fait, c'est une extension de la maison, c'est une extension de chez soi. Donc en fait, on ne prend pas un moyen de transport extérieur à soi. On est dans le même espace que l'appartement ou la maison. C'est pour ça qu'il y a eu un succès formidable de la voiture au cours des 70, pas 70, mais 70 dernières années. C'est que c'est une extension de chez soi et c'est le même objet de l'aube au coucher. Et donc il n'y a pas de rupture de charge, etc. C'est ça qui a créé le fort attrait dans la voiture. Et c'est là où on a du mal encore aujourd'hui à couper ce lien, parce que dès que pour un usage, on a besoin vraiment d'être propriétaire d'une voiture, derrière, c'est compliqué à faire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire le fait d'arbitrer en permanence. C'est possible à partir du moment où il y a un garage, notamment, mais quand la voiture dort dans la rue, c'est plus compliqué à faire parce que il y a cette logique de disposition devant chez soi, quoi. Alors que si on l'amène dans un parking, par exemple à 1 kilomètre de chez soi, là la voiture elle peut rester. Voilà.
Et donc le stationnement a une grande importance dans le fait d'arbitrer en fait à chaque fois. Si on l'a sous la main, l'arbitrage est plus compliqué. Il y a un compte Twitter qui a été créé il y a quelques temps. C'est la police de Périgueux qui l'a créé. C'est justement, il va mesurer avec l'open data tous les jours la capacité de parking de l'hypercentre, le parking voiture, et son taux d'utilisation en fait. Et comme ça, il cherche de démontrer que vraiment justement il y a des stationnements en souterrain, qu'on pourrait laisser la voiture là, ça va être en surface. Et justement, il coupera un petit peu, il y aurait une rupture de justement ça que tu dis, de la voiture devant chez moi, finalement c'est chez moi. Ouais. Bah, ça se fait beaucoup dans les écoquartiers en Allemagne notamment. C'est-à-dire qu'il y a l'habitat et à côté, mais pas à proximité, il y a un parking silo, donc un parking qui ressemble à un immeuble, dans lequel on va ranger sa voiture. Et donc le fait qu'on n'ait pas la voiture sous chez soi ou devant chez soi immédiatement, ça crée une différence assez importante et ce n'est pas un hasard si les Allemands ont développé l'intermodalité et notamment la part du vélo de manière plus importante que chez nous. C'est vrai que si on dissocie l'habitat de l'endroit où est parquée la voiture, ça permet d'arbitrer entre tous les modes à chaque déplacement. Et je reviens sur l'idée de l'autopartage. La différence entre l'autopartage, le libre-service et les free floating. C'est vrai que derrière le terme autopartage, il y a beaucoup de réalités différentes. Aujourd'hui, puis après il y a Bolloré qui est arrivé à Paris, qui a fait Autolib. Autolib a fait comme une OPA sur l'autopartage parce que tout le monde avait l'impression que l'autopartage c'était Autolib. Au départ, l'autopartage c'est de la mutualisation de voitures. Donc c'est le fait de partager à plusieurs un véhicule, non pas le même trajet, mais la propriété d'un véhicule. Donc l'autopartage, ça commence au niveau familial, quand une famille partage une voiture entre le couple et puis d'éventuels enfants, on fait de l'autopartage familial finalement. Et ça fait partie des alternatives à l'autosolisme. L'autosolisme, c'est je suis seul dans ma voiture et je suis propriétaire de ma voiture. Donc il y a l'autopartage dont l'idée est de mutualiser l'usage de la voiture. Donc je vais la prendre de 10h à midi, tu vas la prendre de 14 à 16 et puis à côté il y a le covoiturage qui est le fait de partager un trajet, donc on se met à plusieurs dans la voiture. Mais c'est des activités qui ont rapport avec le fait de combattre l'autosolisme. Alors par rapport à ta question, l'autopartage, ce sont des voitures en libre-service. En libre-service, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être propriétaire de la voiture pour l'utiliser. J'y ai accès grâce à une application mobile, grâce à un badge, grâce à un porte-clés, grâce à un système qui me permet d'ouvrir les portes. Donc le libre-service, c'est ça. Donc nous, on dit qu'on a une activité d'autopartage, c'est-à-dire de voitures en libre-service. Après, à côté de ça, il y a le free floating. Le free floating, c'est une forme d'autopartage sans station où on peut rendre la voiture à un endroit différent de l'endroit où on l'a pris. Donc grosso modo, l'autopartage classique, c'est un autopartage avec des stations. C'est comme des stations un peu des stations de taxi. On trouve une voiture à une borne ou à une place. Donc une borne si elle est électrique, une place si elle n'est pas électrique. On fait ce qu'on a à faire et on la ramène à sa station d'origine. Donc Citis, ça marche comme ça. Le free floating, c'est YE, c'est notre service de free floating YE. C'est je vais trouver une voiture dans une aire géographique donnée, l'intra-boulevard à Bordeaux par exemple. Je fais ce que j'ai à faire avec et je la ramène dans cette aire géographique, mais à une autre place que la place d'origine. Donc c'est deux modes différents, mais c'est tous les deux des voitures en libre-service. Après, c'est free floating, si on l'amène dehors des voitures comme city léger, et on passe à les autres types modes de déplacement, plutôt les trottinettes, vélos électriques et tout ça, qui sont depuis 200-300 ans se développent dans toutes les villes du monde, je crois. Mais ça fait un bordel pas possible dans la ville quelque part. Ouais, alors il y a un problème de place. Il y a un problème de place. Quand on regarde les dernières élections municipales, un peu partout, la logique de l'espace public a été au centre de pas mal de préoccupations parce que tout le monde veut, enfin, de plus en plus de monde veut remettre de la végétalisation en ville. Donc des arbres, veut des pistes cyclables, veut des couloirs de bus, etc. Donc cherche de l'espace. Et de l'espace en ville, à part les voitures en stationnement, il n'y en a plus. Donc une des seules variables d'ajustement dans la ville, c'est le fait de retirer
des voitures qui sont en stationnement. Il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. À Paris, je crois qu'une étude avait été faite sur l'emprise de la voiture, c'est-à-dire le fait combien d'arrondissements sont entièrement consacrés au stockage et à la circulation des voitures. Et bien la réponse, c'est je crois, 5 arrondissements. 5 arrondissements de Paris sur 20, donc 5 sur 20, ça fait un quart, pour être entièrement consacré à la circulation des voitures. Donc c'est énorme, c'est-à-dire un quart de l'espace public total il est consacré au stockage et à la circulation des voitures. Donc à chaque fois qu'on dit ah oui aujourd'hui la voiture elle est bannie, elle est exclue de la ville, etc., c'est juste une vue de l'esprit complètement délirante. C'est pas parce qu'on est passé d'un modèle complètement où on s'imaginait mettre des 6 voies en ville, un modèle plus partagé, mais le modèle actuel il reste très très favorable à la voiture. Si on prend les voies de circulation des voitures, les espaces de stockage des voitures comparés à l'espace donné aux piétons, il y a toujours une mainmise de la voiture impressionnante. Quelque part, les pères urbains et ruraux, c'est le problème aussi. Moi, en parlant avec des personnes dans la Gironde, ils me disaient ça, non mais je voudrais aller à pied, à chercher mon pain, mais il n'y a pas un trottoir. Ouais, c'est ça. Alors paradoxalement, c'est vrai que c'est un des problèmes de... En fait, en milieu rural, souvent on se balade, on se promène, on randonne, etc. Mais on n'a pas forcément d'activité d'utilité quotidienne, si aller chercher le pain, etc. Parce qu'effectivement, des fois, c'est plus dangereux que... Parce que c'est pas... Et en fait, les gens marchent beaucoup en ville parce qu'il y a aussi quelque chose de... Il y a un spectacle, en fait. C'est comme si on était au cinéma, on se promène, on voit un fleuve, des belles façades, des commerces, des trucs, on croise des gens, etc. Et donc, dans la marche, il y a une activité ludique de... Voilà. Mais là, on rentre dans un sujet que moi, je trouve super intéressant, c'est la différence, ou la comparaison entre l'urbain et le périurbain. En fait, c'est justement une des raisons pour les personnes déménager au périurbain, c'est justement avoir l'espace pour garer la voiture devant ma porte. Ah oui. Et c'est là que rentre compliqué, justement, faire cette idée de dire pas avoir la voiture devant ta porte, dans l'urbain hypercentre. Oui, déjà c'est le cas, je crois, parce que parfois pour trouver une place, il faut y aller très loin. Mais dans les 12e couronnes de la métropole de Bordeaux, ou dans les périurbains plus éloignés, c'est vraiment compliqué pour pouvoir faire ça. Ouais, bah, après, je pense que... pour moi, l'habitat, il est plus structurant que la mobilité. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent déjà un endroit où vivre, et déjà un endroit où ils peuvent vivre. C'est-à-dire qu'il y a une pression foncière délirante. Quand on regarde les coûts au mètre carré dans Bordeaux et 50 km de Bordeaux, à chaque fois qu'on dit ah oui mais l'étalement urbain les gens vont regretter parce que au final ils vont dépenser plus que c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui si on compare Bordeaux et 50 km de Bordeaux, moi j'avais fait le calcul il y a quelques temps, en fait pour amortir le différentiel de foncier, le différentiel de prix d'achat entre un bien dans Bordeaux et 50 km, il faudrait que l'essence soit à 7 euros du litre. Alors aujourd'hui l'essence elle est à 1,50 etc. Donc en fait le foncier est tellement impactant que dire à des gens ah non mais c'est plus rationnel d'habiter dans un centre urbain, etc. Tout ça c'est pas possible parce qu'ils n'y ont pas accès en fait. Et aujourd'hui grosso modo les classes populaires et les classes moyennes inférieures ou même les classes moyennes n'ont plus accès au centre urbain. C'est-à-dire qu'un studio aujourd'hui ça vaut 150 000 euros. Donc voilà, donc derrière il y a de l'étalement urbain et il y a le retour de la voiture et il y a cette prédominance de la voiture, mais c'est pas un problème de mobilité, c'est un problème de foncier, c'est un problème qu'à un moment donné on n'a pas arbitré dans ce qu'on voulait, on n'a pas fait de maîtrise foncière, on n'a pas permis aux gens d'habiter à loyer modéré aux endroits où il y avait de l'activité. Et donc du coup ils s'éloignent et à partir du moment où ils s'éloignent, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, il y a quand même peu de modes de déplacement qui sont aussi souples que la voiture. Donc après, ça donne quoi? Ça donne les phénomènes des gilets jaunes, ça donne toute la grogne, parce qu'au moment où on dit on va mettre une taxe sur le diesel, le mec il dit attendez, vous rigolez, nous on fait 100-150 bornes par jour. Cities, vous restez intra-boulevard ou intra-rocade? Nous, on est présent sur Bordeaux et la première couronne en fait.
On est présent, grosso modo, il faut 3 critères pour l'autopartage. Il faut une densité de population, donc il faut qu'il y ait suffisamment de gens, à peu près 5000 habitants au kilomètre carré, c'est les critères. Après, il faut qu'il y ait une offre riche en transport en commun. C'est-à-dire qu'on est complémentaire des autres. S'il n'y a pas de transport en commun ou s'il n'y a pas de mode actif, on n'est pas efficace. Et ensuite, il faut une pression sur le stationnement. Donc densité, offre en transport commun et pression sur le stationnement. Et ça, c'est plutôt les caractéristiques des métropoles, des villes, etc. Pourquoi ? Parce qu'en dehors de ça, techniquement, on peut tout à fait mettre des voitures en libre-service, ça pose aucun problème, c'est très facile, etc. Mais on ne va pas arriver à générer suffisamment d'activité pour que la voiture soit amortie, qu'on puisse payer l'ordinateur de bord, les assurances, etc. Donc en fait, c'est juste une question, c'est une question d'intensité d'usage en fait. Dès qu'on a moins de densité, par exemple, quand on vient nous voir et qu'on nous dit il y a des problèmes de mobilité dans le Médoc, moi je dis oui, il y a des problèmes de mobilité dans le Médoc, mais ce n'est pas des problèmes de mobilité. Il y a une problématique d'aménagement du territoire et de pauvreté. Et donc il y a des problématiques économiques et spatiales, mais la mobilité c'est qu'une conséquence. C'est pas ça le nœud du problème. Le nœud du problème c'est qu'il n'y a pas de centralité, donc on ne peut pas avoir une mobilité efficace. Et parmi les gens qui ne sont pas motorisés, ils ne sont pas motorisés parce qu'il y a des problèmes économiques. Je suis utilisateur des cities, bien sûr, et souvent j'ai dû défendre le fait d'utiliser les cities face à non, mais cities, oui, ok, mais c'est pas électrique, c'est un diesel ou en essence. Il y a un peu les deux. Pourquoi le choix d'utiliser des voitures qui ne sont pas forcément dans ce qu'on appelle la mobilité verte? Que les vertes, il n'y a pas à voir grand-chose, mais... Ouais, alors ça c'est une question qu'on nous pose très régulièrement. Et en fait, nous on est dans les changements d'usage. En fait, donc on dit, on va utiliser le véhicule le moins polluant qui nous permet de démotoriser. Donc le véhicule le moins polluant, c'est le véhicule le moins polluant, virgule, qui nous permet de démotoriser. Démotoriser, ça veut dire remplacer des voitures individuelles. Or aujourd'hui, toutes les études montrent qu'avec des véhicules électriques à prix abordable, on ne peut pas démotoriser autant qu'avec des véhicules thermiques. Pourquoi ? Parce que l'autonomie est insuffisante. C'est-à-dire que si j'achète un véhicule électrique qui a 150 km d'autonomie, ce n'est pas parce que je l'ai chez moi que je vais remplacer mon monospace pour partir en vacances. Voilà. Donc grosso modo, nous si on équipe toute la flotte de véhicules électriques qui ont 200 km d'autonomie par exemple, on est obligé de doubler toutes les voitures pour avoir des voitures qui ont plus de 200 km d'autonomie. Et donc au final, on préfère aller vers les voitures thermiques les moins polluantes, des voitures hybrides, etc. Et surtout, on ne veut pas rentrer dans ce piège qui est le piège de la motorisation. C'est-à-dire que l'impact de l'autopartage, c'est la démotorisation, c'est-à-dire la libération d'espace public. Le fait qu'une cities remplace 5 à 8 voitures individuelles. Donc grosso modo, nous, l'impact, c'est au niveau de l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui est économisée pour la fabrication des voitures. Donc une cities remplace 5 à 8 voitures individuelles, et une voiture individuelle, c'est, en termes de fabrication, c'est l'équivalent de 30 000 km équivalent carbone. Donc dès qu'on met une city sur la chaussée, on économise entre 150 et 200 000 km équivalent carbone instantanément. C'est comme si on avait économisé 200 000 km. Et ça n'a aucun rapport avec la motorisation, avec le truc. C'est juste l'effet de remplacer des objets, de remplacer 5 à 8 objets par un objet. Après, évidemment, on va vers le plus propre. Mais aujourd'hui, le plus propre, on va vers le plus propre avec des conditions économiques d'exploitation possibles. Et aujourd'hui, l'électrique, soit il n'y a pas assez d'autonomie, soit il faut aller vers de l'électrique de type Tesla. Effectivement, on pourrait tout faire avec des Tesla, mais une Tesla aujourd'hui c'est 38 000 €. Et voilà. Donc ça pose un problème. Mais vous avez une voiture électrique sur Bordeaux? Oui, on a une voiture électrique, mais voilà, on essaye de rester sur le terrain de la démotorisation, de l'alternative, du changement des usages, sans aller dans ce truc techno. Parce que le problème de la techno, c'est qu'à chaque fois qu'on parle techno, on ne parle pas usage, et la techno a tendance à manger les usages. C'est-à-dire? Alors c'est très important pour éviter l'effet rebond. Je vais juste prendre un exemple. La techno, c'est l'optimisation des moteurs.
Ça fait 10 ans qu'il y a une optimisation des moteurs hallucinante. Tout le gain énergétique, c'est-à-dire en termes de CO2, l'énergie c'est du CO2, tout le gain environnemental qu'on aurait pu faire sur l'économie des moteurs a été entièrement consommé par l'augmentation du poids des voitures. Donc en fait, on a un côté techno, on est dit, on fait des améliorations, etc. Sauf qu'au final, si on prend le bilan environnemental, c'est zéro. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un effet rebond. Cet effet rebond, c'est qu'on s'est mis à vendre des SUV et à vendre des voitures lourdes qui ont compensé. C'est-à-dire, grosso modo, on peut avoir une voiture plus lourde en consommant pareil. Sauf que pour la planète, ce n'est pas une bonne solution. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a des changements technologiques, si jamais derrière, on n'encadre pas les usages, les comportements, etc., il n'y a aucun impact. Et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et ça fait 15 ans qu'on est dans les effets rebonds sur à peu près tous les sujets, puisqu'en fait, on n'utilise pas les gains qu'on fait, les gains techno, pour diminuer l'empreinte carbone. On les utilise pour plus de confort, etc. C'est quelque part, si on revient ça sur la mobilité, on revient un petit peu à l'idée que nous, avant, on s'est fixé un petit peu comme mot-clé, c'est le changement de comportement. Vraiment, on peut avoir tout un panel d'offres mobilité alternatives à la voiture solo, tout ça qu'on veut, mais s'il n'y a pas ce changement de comportement, il n'y aura pas l'utilisation de ces offres. Donc, quelque part, c'est ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un scénario qui s'appelle le scénario Négawatt. C'est un scénario de transition écologique et énergétique. Et en fait, il souligne bien qu'il faut agir sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie renouvelable et à côté, une baisse des consommations de 70%. Mais ce deuxième côté, on l'oublie en fait. On a l'impression que la technologie va nous sauver parce qu'il va y avoir de l'optimisation, etc. Ça, c'est... Bon, on peut y croire, pas y croire. Aujourd'hui, massivement, on est dans une société qui croit. On est dans une société très basée sur la techno, sur le progrès, mais qui n'est pas un progrès comportemental ou social, qui est un progrès techno. Donc la techno, on croit, on pense que ça va nous sauver, etc. Alors que tous les exemples montrent que si on laisse que la techno, sans agir sur les comportements, et bien grosso modo, il y a les effets rebonds qui font que les avantages de la techno, ils sont consommés très rapidement en fait. Et là maintenant, ça que je reviens sur tes mots, c'est le confort. Est-ce que ce confort individuel, on a le droit de l'enlever quelque part? Parce que finalement, si je suis plus confort dans ma voiture, pourquoi je dois passer au transport en commun que c'est beaucoup moins confort? Après, il faut savoir ce qu'on appelle confort. Est-ce qu'on parle de confort? Est-ce qu'on parle de caprice? Où est-ce que ça s'arrête? Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que si on prend l'idée du TGV, par exemple. L'idée du TGV, on a un TGV en 3 heures pour faire Bordeaux-Paris. On passe en 2 heures. 2 heures, c'est mieux que 3. Oui. Ok. Mais est-ce que ça mérite d'y consacrer X milliards d'euros? C'est une question. Moi, je ne réponds pas à cette question, je la pose. Parce que demain, 1h30, c'est mieux que 2 heures. C'est-à-dire, où est-ce que ça s'arrête? C'est-à-dire que c'est quoi télécharger en une demi-seconde un film plutôt qu'en 3 secondes, c'est mieux. Mais est-ce que ça vaut le coup de... Mais là, si on revient à ça dans le terrain, on va dire, local, je me pose la même question sur les trams et les métros. Les trams aujourd'hui, au niveau d'efficacité, n'est pas très bon. C'est vrai que c'est long quand même. Et la construction d'un métro, ça serait beaucoup plus efficace. Mais combien ça va coûter? Combien cette transformation? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Justement, on avait parlé avec quelqu'un de l'association Métro. Et moi, je me pose des questions. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Je me pose justement ces questions. Jusqu'à où on a envie d'aller plus vite, plus loin, plus rapidement, sans s'arrêter? Voilà, c'est un peu la question qu'on se pose. Pour moi, il faut arrêter de se poser la question de transport structurant tant qu'on n'aura pas réglé la question de l'aménagement du territoire et de l'étalement urbain. Il faut repenser les modèles urbains et parce que si aujourd'hui on lance d'autres lignes pour faire de l'étalement urbain, en fait les gens vont calculer leur temps de trajet à partir du terminus de la ligne de métro. Ça continue. Voilà. Ça continue. Là, on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire, avec le télétravail, le fait de dire voilà, il y a énormément de monde qui est parti à vivre dans le Blaye, Libourne et tout ça. Mais ces gens-là, il faut qu'ils reviennent au travail maintenant. Et il a le télétravail, mais pas tous les jours. Mais ça vient de loin. Ça veut dire que voilà, on a sa capacité d'aller plus loin. Oui, le télétravail a changé beaucoup de choses, je pense. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que
la première manière de réformer la mobilité, c'est de ne pas se déplacer déjà. C'est la démobilité. Voilà, c'est ça. Donc avant de choisir entre le vélo, la marche, les transports en commun, le train, l'autopartage, etc., il y a aussi le fait de renoncer à un déplacement. C'est ça qui a le plus d'impact carbone au départ. Donc c'est vrai que le télétravail, l'avènement du télétravail va peut-être changer la donne. Après, il faut être prudent. Il y a quelques dizaines de pourcents de Français qui peuvent télétravailler. Ça ne concerne pas tout le monde. Voilà. C'est quelque chose de super important dans le projet BAM, parce que justement, nous, on part de l'idée de se demander pourquoi je dois me déplacer. Avoir les commerces de proximité, avoir toutes mes activités aussi, que peut être aussi proche de chez moi, ou le télétravail. Je te lance la question, et c'est presque la dernière question. Mais je te la lance, je sais que la réponse est compliquée. C'est quoi ta vision? Comment devrait être en culture, mobilité contemporaine dans un territoire comme la métropole de Bordeaux? Qu'est-ce que ça devrait être ou qu'est-ce que ce sera? Parce que c'est pas tout à fait pareil. Ouais, non, qu'est-ce que devrait être? Alors la prospective, c'est compliqué. Hein. Moi, je me souviens, donc je suis né en 74, donc en 1980, j'avais 6 ans. L'an 2000, c'était dans 20 ans. Les projections qu'on faisait, c'était skateboard volant, téléportation, navette spatiale. Voilà. C'était quand même beaucoup plus rock'n'roll que ce qui est arrivé. C'est vrai. Mais grâce au cinéma aussi. Oui, c'est ça. Non, mais au final, tout ce qu'on imaginait 20 ans plus tard, au final, la révolution, ça a été de miniaturiser le téléphone et de l'avoir dans sa poche. Au final, personne ne rêvait de ça, et pourtant, c'est la plus grande révolution qui est arrivée dernièrement. Donc c'est vrai que c'est difficile de se projeter. Ce qu'il faudrait que ce soit, ça on peut l'imaginer, donc une ville plus faite de proximité, avec développer plusieurs centralités, avec de l'activité, des commerces et des habitats, pour essayer de recréer finalement, recréer des villages dans une métropole. Enfin, ça pourrait être... Créer des villages dans la métropole. Ouais, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on quittera totalement l'univers des villes, mais que l'être humain, il a besoin d'une dimension qui soit plus locale. Et donc il a besoin à la fois de l'anonymat de la ville, qui parfois est arrangeant pour plein de gens, et il a besoin aussi d'une proximité avec son travail, avec son voisin, etc. Donc je pense qu'on peut travailler sur le fait de recréer un côté village dans une grande ville. Ça pourrait être. Et à partir du moment où on a fait ça, la mobilité, elle est à peu près maîtrisée. Et après, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. L'autre jour, je discutais avec un sociologue des transports qui disait que l'étalement urbain a encore des belles heures devant lui, et que la problématique, c'est comment on va limiter le nombre de voitures en circulation à partir du moment où on continue à étaler, etc. Ça, il y a du travail. Il y a du travail. Bon, merci beaucoup pour venir. Merci à toi. Dans le projet BAM, on se fait toujours un projet fédérateur, qu'on a envie que ça appartienne à tout le monde. Voilà, on te fait un petit cadeau symbolique. Ah là, merci. Voilà, pour te montrer que tu peux l'ouvrir. Hein. Je l'ouvre, bah oui. BAM, c'est pas nous, BAM, c'est nous tous. Okay. Avec l'idée de pouvoir... Bon, merci beaucoup Ismaël. Donc voilà. Un petit mug. Et merci beaucoup pour cet entretien. À bientôt. Ah ouais.